Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai été éduquée avec cette notion de alimentation pour gérer ses émotions. J'ai commencé à avoir ce truc de je me restreins la semaine et puis le week-end avec cette fameuse réserve hebdo, j'en profite. J'ai fait une dépression et j'ai commencé à manger. Et à manger. Je m'étais résignée et je me suis construite une personnalité de la rigolote. En fait, avoir du poids en plus me protégeait, j'avais peur en fait, j'avais vraiment peur. Je me suis sentie très isolée et très seule. Et différente, très différente aussi. J'ai commencé à entamer un travail d'amour de moi. Notre corps, il est extraordinaire en fait. C'est pas notre ennemi, c'est un allié. C'est ça, c'est sa puissance en fait. C'est qu'il est puissant mon corps. Bienvenue dans l'épisode 26 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez découvrir le témoignage d'Hortense. À 32 ans aujourd'hui, Hortense accompagne des femmes qui vivent, tout comme elle l'a vécu elle-même, une relation troublée avec leur alimentation. Hortense a été élevée dans l'idée que les émotions se géraient par le biais de l'alimentation et que donner de l'amour passait par la nourriture. À l'adolescence, alors qu'Hortense n'avait pas de problème de poids, elle a baigné dans des interdits, des « attention tu vas prendre du poids » qui ont continué d'installer une relation troublée avec son alimentation. Arrivée au lycée, alors que son poids était normal, Hortense a commencé à vouloir en perdre. Le premier régime a marqué le début de phase de restriction et de lâchage, le lit de la restriction cognitive. Isolement, solitude, personnage qu'elle s'invente, carapace. Puis travail sur l'amour de soi. Hortense a beaucoup expérimenté pour aujourd'hui nous dire que son corps, capable de fabriquer un bébé, l'a attendu et qu'ils sont aujourd'hui bel et bien là l'un pour l'autre. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Hortense, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast. C'est un plaisir pour moi que tu viennes partager avec nous ton témoignage dans ta relation avec l'alimentation. Et en fait, alors pour te présenter déjà moi un peu, nous on s'est connus Hortense pendant un coaching sur l'entrepreneuriat avec Aline Bartoli dans la BSB Academy. Et à cette occasion, on a vraiment lié parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait finalement des objectifs communs dans notre travail de coaching. On travaillait toutes les deux sur la relation avec l'alimentation et très vite on a commencé à parler de notre propre relation avec l'alimentation et du coup à se rapprocher, même si nous sommes loin géographiquement, tu vas nous en parler juste après, mais à se rapprocher déjà dans l'intention que nous avons dans notre travail. Donc je te remercie beaucoup Hortense d'être là aujourd'hui et est-ce que tu veux bien te présenter alors à nous et pour les personnes qui nous écoutent? Bien sûr. Bonjour Anne, déjà merci beaucoup de m'avoir proposé de témoigner parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je suis contente aujourd'hui d'être capable de faire ça et même d'avoir envie de le faire parce que j'ai une grosse histoire avec le poids, avec l'alimentation et donc moi je suis hyper heureuse de pouvoir témoigner et ça prouve que j'en suis d'une certaine façon libérée ou qu'en tout cas c'est plus un problème comme ça l'a été, donc ça c'est vraiment chouette. Du coup, j'ai 32 ans et j'habite loin parce que j'habite au Texas, j'habite à Houston depuis 2 ans.
On est parti avec mon mari pour son travail et j'étais infirmière avant en France. Et dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé à l'hôpital, puis j'ai travaillé en entreprise. Et en fait, en travaillant en entreprise, dans une grosse entreprise, j'ai eu beaucoup de contacts avec les salariés, j'ai vu beaucoup de souffrance au travail, beaucoup de mal-être aussi personnel et un grand besoin d'écoute. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à... J'aimais beaucoup le développement personnel, mais que j'ai commencé à goûter au coaching. Et j'ai profité de notre déménagement aux États-Unis pour me former en coaching de santé et coaching de vie ici aux États-Unis. Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai créé mon entreprise. Et depuis à peu près un peu plus de 6 mois que j'accompagne les femmes à perdre du poids en travaillant sur leur relation à l'alimentation, retrouver une connexion à leur corps, à la faim, à la satiété, pour mettre de côté tout ce qui va être régime, se taper dessus et vraiment retrouver de l'amour de soi et une forme de bien-être et d'acceptation de qui on est pour avancer comme ça. Donc voilà, si ce que je peux te dire aussi quand même, c'est que j'attends un bébé. Je suis à 6 mois de grossesse, donc ça c'est important parce que ça va changer vraiment mon identité puisque je vais devenir maman, c'est le premier. Ouais. Et voilà ce que je peux dire de moi. Oui, et du coup, j'ai envie de préciser que là, nous enregistrons cet épisode début mai, même s'il va être diffusé un petit peu plus tard. Donc peut-être que quand les personnes nous écouteront, ton bébé sera arrivé. Mais possible. En tout cas, voilà, là, au moment où nous parlons, début mai, il reste encore quelques semaines avant que tu l'accueilles. Oui. Oui, et du coup, j'en reviens à ce qu'on disait de ce qui nous a rapprochés, c'est vraiment cette intention de réconciliation, d'aider les femmes à se réconcilier avec leur image corporelle, avec leur relation avec l'alimentation, avec leurs sensations. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on est toutes les deux. Ouais. Alors, Hortense, tu parlais d'un long parcours, je ne sais pas si tu as dit long, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai traduit, dans ta propre relation avec l'alimentation. Et est-ce que tu veux bien nous la partager ? Ouais. Alors, je pense que je vais faire chronologique. Chronologiquement, je vais repartir en arrière. Ouais. En fait, je pense que de manière générale, dans mon éducation, je le sais, j'ai été éduquée avec cette notion de alimentation pour gérer ses émotions. Je me souviens, quand j'étais petite, mon père est pédiatre et quand il devait me faire les vaccins, c'était une catastrophe à la maison, il fallait me courir après. Et en fait, j'avais ma carotte, ma mère me donnait un Snickers après pour me féliciter et pour me réconforter d'avoir eu mon vaccin. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ma mère utilisait beaucoup l'alimentation pour donner de l'amour. Et donc... Voilà, quand j'étais triste, elle allait m'acheter quelque chose à manger et ça allait être beaucoup autour de ça. Donc je pense que j'ai eu cette éducation depuis l'enfance, mais sans avoir particulièrement de problème de poids quand j'étais petite. Je pense que j'arrivais à suivre en fait mon corps et en effet je pouvais avoir cette notion de plaisir, cette notion d'alimentation émotionnelle, mais c'était pas quelque chose qui prenait des proportions où j'allais justement trop manger ou quelque chose comme ça. Et en fait au lycée, je pense que pour des raisons esthétiques vraiment, j'ai voulu perdre du poids. Alors que j'avais pas de problème de poids, mais à l'époque je commençais à me trouver trop grosse et je pense qu'il y avait cette idée de justement beaucoup me comparer au corps des autres, beaucoup faire attention à ça. J'avais honte, je me souviens au self du lycée, il y avait des Snickers, des Kinder Bueno, des choses comme ça qu'on pouvait manger. Et quand j'en prenais, je me cachais pour manger parce que j'avais honte, j'avais peur que les gens se disent oh là là, mais elle a pas besoin de ça. Alors que si je regarde des photos de cette époque, j'étais complètement, mon corps était vraiment normal, j'avais aucun surpoids, rien, mais moi j'étais pas bien dans ma peau. Et donc je me suis lancée dans mon premier régime, j'ai démarré avec Weight Watchers et j'ai perdu le fameux. Et j'ai perdu une dizaine de kilos. Donc j'étais vraiment mince du coup. Parce que je pense que j'étais dans le haut de la courbe normale. Et là, je commençais à être vraiment dans le bas de la courbe. Et je me sentais pas mieux dans mon corps, en fait. Je me sentais pas mieux avec mon image de moi. Mais du coup, j'ai commencé à rentrer dans cet engrenage de contrôle, de justement régime où il y avait vraiment... J'ai commencé à avoir ce truc de je me restreins la semaine et puis le week-end avec cette fameuse réserve hebdo, j'en profite. Du coup, il me reste des points dans ma réserve hebdo, donc il faut que je les mange. Donc j'ai pas faim, j'ai pas envie, mais il faut les manger parce que j'y ai droit. Et donc vraiment c'est commencé à vraiment embrouiller mon rapport à l'alimentation. Et puis bon, j'ai fini mon lycée
et je suis rentrée en première année de médecine. Et en fait, j'ai développé au premier partiel, donc au milieu de la première année, j'ai commencé à développer une phobie sociale. Ça m'a pris d'un coup, en fait, ça m'est tombé dessus. J'ai commencé à avoir des attaques de panique. Je savais pas ce que c'était. J'ai vraiment pensé que c'était d'ordre physiologique, que j'avais un problème, un problème, que j'étais en train de mourir, en fait. Et donc j'ai pas du tout mis ça sur le compte d'autre chose que soit j'ai mangé un truc pas frais, soit je suis malade et j'ai un problème. Et puis ça a commencé à se reproduire de plus en plus, et ça a commencé à se fixer sur en fait une peur de vomir en public. Et donc j'ai commencé à avoir cette phobie de vomir en public, et donc j'ai commencé à m'isoler. Donc j'ai petit à petit arrêté d'aller au cinéma, voir des amis, au restaurant, même dans la rue, et j'ai arrêté mes études. Et pendant 6 mois, en fait, je suis restée enfermée chez mes parents, à plus vouloir sortir, à plus vouloir voir personne. Et là, j'ai fait une dépression, du coup, et j'ai commencé à manger. Et à manger. Énormément de sucreries, énormément de chocolat, de gâteaux. Et j'ai pris 45 kilos, mais je sais pas sur combien de temps. Je pense que j'ai vraiment pris énormément pendant ces 6 mois-là. Mais après, ça a continué à augmenter. Et cette période où, en tout cas, je suis vraiment pas sortie de chez moi et où j'ai vraiment mangé mon mal-être, en fait. J'étais très, très, très mal. Ça a duré 6 mois. Et c'est vraiment installé ce système de je gère plus aucune émotion, en fait. Dès que ça va pas, je mange. Et donc, je mange. J'ai eu un traitement antidépresseur, ça n'a pas aidé pour la prise de poids, ça c'est sûr. Et puis petit à petit, j'ai recommencé avec la thérapie à retourner dans la vie. C'était en janvier, jusqu'à l'été je suis restée chez moi, j'ai recommencé à travailler à l'hôpital, je faisais le ménage, ou je faisant fonction d'aide-soignante l'été. J'ai repris une première année de médecine, donc je me suis remise un petit peu dans la vie, mais j'avais toujours ce mal-être et j'avais toujours ce rapport à l'alimentation où c'était compliqué. Et en fait, je me nourrissais que de chocolat. Concrètement, je mangeais rien à table, mais j'allais acheter à manger. Mes parents ont été obligés je leur ai demandé en fait de m'enlever ma carte bancaire parce que j'y arrivais pas. En fait, j'allais vraiment dépenser tout l'argent que j'avais dans de la nourriture. En plus, je me cachais, donc ça a été vraiment compliqué. Et puis je me suis remise à faire des régimes. Et comme je suis très disciplinée et que j'ai une volonté de faire, j'arrivais facilement à perdre du poids. Je pouvais perdre 20 kilos, mais le problème c'est que je tenais pas très longtemps sur la durée et j'allais tout reprendre derrière. Et pendant des années, j'ai vraiment essayé tous les régimes que je trouvais ou que je pouvais imaginer. Mais j'avais toujours cet effet yo-yo sur une vingtaine de kilos. C'était des gros yo-yo que je faisais. Oui, effectivement. Ouais, c'était vraiment... je pouvais perdre vraiment très rapidement. 4-5 kilos par mois. Et puis, donc en 4 mois, j'avais perdu 20 kilos. Et puis, je les avais repris dans le mois ou les 2 mois suivants. Et, dans un yo-yo très, très intense et très rapide, du coup. Oui, c'était très rapide. Donc, j'ai vraiment fait ça pendant très longtemps. Ça a duré pas mal d'années. Et puis, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai raté le concours de médecine, je me suis beaucoup cherchée, j'ai touché à beaucoup de choses, j'ai essayé des études, j'ai arrêté. J'avais toujours encore ce problème d'angoisse, de phobie sociale qui revenait. Ça restait compliqué pour moi et je pense que au bout d'un moment, j'ai commencé à être mieux dans mes baskets, en fait, à être mieux dans ma vie. Quand je me suis engagée dans une association où on faisait de l'animation auprès des jeunes et ça, c'est quelque chose où je me suis beaucoup épanouie. Je me suis fait une super bande d'amis. Je pense que ça m'a bien aidée. Ça m'a aidée à accepter mon corps, mais en fait, c'était pas une vraie acceptation. Je m'étais résignée et je me suis construite une personnalité de la rigolote. J'aimais bien être dans la provoque, j'aimais bien faire des blagues, être un peu crue, être un peu vulgaire aussi. Oui. Et donc, je suis rentrée un peu dans cette espèce de personnage que je me suis créé pour un peu... finalement, c'est comme faire passer la pilule de mon corps que j'acceptais pas du tout. J'ai commencé à perdre du poids et à pas le reprendre à partir du moment où quand même je me suis plus épanouie dans ma vie. Et je pense que ce qui a vraiment changé, c'est quand j'ai commencé mes études d'infirmière et après quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, où là j'ai commencé à être mieux et à être capable de perdre du poids, mais j'avais encore des résistances. Et en fait j'ai compris
aussi d'où venaient ces résistances et j'ai aussi compris pourquoi ça avait pris cette forme-là chez moi. En tout cas que c'était vraiment... Il y avait le côté alimentation émotionnelle, mais en fait il y avait le côté où je me sentais protégée des autres en ayant beaucoup de poids. J'avais l'impression d'avoir une armure et en fait je voulais repousser les autres. D'ailleurs j'ai eu une phobie sociale, donc c'est vraiment quelque chose où j'avais peur de l'autre et j'ai mis du temps à comprendre d'où ça venait et en fait c'est quelque chose que j'avais complètement oublié, je pense que mon cerveau avait fait un blocage, mais à l'adolescence j'ai été abusée sexuellement par 3 de mes cousins et c'est quelque chose que je pense que j'avais oublié. Et je m'en suis rappelée des années après, en travaillant justement sur moi, parce que en parallèle de tout ce qui était perte de poids, régime, j'ai aussi fait un énorme travail thérapeutique sur moi, enfin en thérapie, pour comprendre, pour travailler évidemment sur mes angoisses. Je me suis beaucoup intéressée au développement personnel et j'ai compris qu'il y avait ça et que j'avais en fait, avoir du poids en plus me protégeait. J'avais peur en fait, j'avais vraiment peur. Et je pense que rencontrer mon mari et être capable d'être avec un homme où je me sens pas en danger, je pense que c'est ça aussi qui a pu vraiment faire un déclencheur de... Bah voilà, en fait là je perds du poids et je le reprendrai pas. Comme si tu avais pu, tu sais, l'image qui me venait, c'était déposer les armes, quoi, un truc comme ça. Lâcher quelque chose de cette armure, hein, c'est un peu de ça dont tu parles, de cette armure que tu avais construite petit à petit. Non seulement avec le corps, hein, avec le corps qui s'enrobe, mais aussi avec ce personnage hein, que tu jouais. Enfin, et quand tu parlais de tout ce parcours, hein, là on est allé vite en fait. Tu sais, moi je me laissais transporter dans toutes ces vagues en fait que tu as traversées. Et j'ai l'impression, mais tu vas me dire. Hein, qu'il y avait beaucoup de solitude aussi dans toute cette traversée, même s'il y avait des accompagnements, hein, c'est ça que tu commençais à évoquer, des personnes autour de toi, mais j'ai cette impression-là de vraiment de solitude. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de solitude. Il y a eu le fait que moi, je me suis coupée donc, des autres quand j'ai eu ma phobie sociale, et on va dire qu'ils m'ont revue. Je suis ressortie de ma grotte, j'avais pris 45 kilos, donc ils m'ont pas reconnue. Et j'ai eu beaucoup de remarques de... tu te laisses aller. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Enfin, c'est pas possible, fais quelque chose, réagis. Il y avait beaucoup ça. Il y a eu beaucoup aussi, au sein de ma famille, j'avais l'impression de déranger. C'est mes pensées, c'est mon impression, hein, mais j'avais l'impression de ma famille plus éloignée, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines. J'avais l'impression que quand ils me voyaient, il y avait une forme de gêne qui s'installait C'était tellement visible que ça allait pas, en fait. J'avais tellement changé physiquement que... J'ai l'impression que je mettais mal à l'aise les gens parce qu'ils savaient pas quoi me dire. Comme si, et ça c'est vraiment moi qui interprète, mais comme si on va pas lui demander comment ça va, on va pas trop être en contact avec elle parce qu'on sait jamais, elle pourrait s'effondrer. Ou on sait pas comment elle va réagir et on sait pas si on pourra gérer. Oui, tu sais, ça me fait penser au sein des familles, alors je sais pas du tout si c'est ça qui se passait, mais l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Y a quelque chose d'hyper visible, mais que personne ne nomme en fait. Ouais, parce que ça fait peur. Ouais, c'est vraiment un peu ça. Et surtout, la seule réponse, en fait, qu'il y a eu à chaque fois, c'était t'as qu'à faire un régime ou... et il y avait beaucoup de remarques. J'avais beaucoup de remarques repas de famille où je me resserre et c'est t'as pas besoin de ça. Donc, aussi... donc, moi, je me suis fermée, en fait. Je pense que je me suis éloignée. Et du coup, quand je te parlais de ce groupe d'amis où j'ai créé ce personnage, c'est justement... Là, je me sentais pas jugée en fait, mais au sein de ma famille, et là j'ai commencé à être moins isolée, mais au sein de ma famille et avant ça, j'ai perdu tous mes amis et j'avais l'impression d'être rejetée et de pas être de gêner. Vraiment, j'avais cette impression de gêner. Et puis j'ai parlé de ce qui m'est arrivé à l'adolescence avec mes parents. Il y a rien qui a été fait. Et je pense que ça aussi, ça a créé une cassure de... J'ai eu l'impression que c'était pas grave, que c'était quelque chose de... On s'en fiche, on va pas en parler. Faudrait pas trop créer de vagues quand même. Il y avait un peu ça. Oui. Tu vas pas encore être gênante, hein, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'était il y a longtemps aussi. C'était il y a longtemps. Donc bon. Ouais, vraiment une minimisation, banalisation, je sais pas, c'est pas ça, mais minimisation finalement de ce qui t'était arrivé.
Ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et j'en ai déjà reparlé et mes parents me disent que non et qu'en tout cas, eux, si ils auraient voulu les tuer, mais ils ont rien fait. Donc, Ouais. je pense que tout ça fait que oui, je me suis sentie très isolée et très seule. Et différente, très différente aussi. Que ce soit physique et même psychiquement, en fait. J'avais l'impression que ce que j'avais traversé ou ce que je traversais, les gens pouvaient pas comprendre. Ce truc de alors ça se voyait sur mon corps, mais de ce qui se passe dans ma tête, ça se voit pas. Et cette impression aussi de je suis la même, en fait. Enfin, je veux dire, on m'aimait avant et j'avais des amis et j'étais bien dans ma famille et j'ai pas... Hortense, elle est là. Et ce truc de... Comme si mon corps pouvait faire que j'étais une personne différente et j'ai trouvé je trouvais ça très dur aussi. Ouais, je trouvais ça très difficile. Tu disais même juste avant, mais quand je suis ressortie de ma grotte, ils m'ont plus reconnue. Mais pourtant, c'était bien toi, en fait. Ouais, j'étais toujours la même. Ouais, et du coup, alors on en était à ce moment où tu as réalisé ce qui t'était arrivé adolescente, avec ce travail de thérapie et la façon dont tu as avancé aussi, toi, d'une manière autonome, d'après ce que je comprends dans la compréhension. Et du coup, alors, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça, c'est quelque chose dont j'ai rien fait. Je l'ai compris. Ce qui s'était passé, j'en ai rien fait et c'est encore dans ma tête d'en faire quelque chose. C'est important pour moi d'en parler ici parce que je commence à en parler. Et tant pis si des gens de ma famille écoutent et tant pis en fait parce que j'ai pas à avoir honte et donc je suis encore en travail là-dessus. J'ai fait la paix avec le fait que ce qui était en fait le poids n'allait pas me protéger. Que ça c'était dans ma tête et que c'est vraiment une croyance que j'avais mais que c'était pas la réalité. Et qu'en fait, et c'est rigolo, j'ai travaillé en tant qu'infirmière aux urgences médico-judiciaires à Paris et donc service de victimes d'agressions sexuelles et de viols. Et donc, c'est intéressant que ça m'ait aussi conduit là professionnellement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas physiquement, ça avait rien à voir avec l'enveloppe corporelle. Et donc, je pense qu'il y a aussi eu ce truc de... En fait, là, je me fais du mal à moi-même. Et je ne suis pas moi-même. C'est pas moi d'être ce clown... J'aime bien rigoler, mais c'était pas moi, ce personnage. J'ai envie de me sentir libre. Je me sentais pas libre. Je me sentais pas libre d'être qui je voulais être parce que j'avais ce besoin de m'excuser, d'avoir cette enveloppe corporelle. Et puis ouais, je n'étais pas physiquement qui j'avais envie d'être et j'étais pas dans ma personnalité qui j'avais envie d'être. Et donc je pense que petit à petit, j'ai commencé à entamer un travail d'amour de moi. J'avais perdu, avec des régimes, suffisamment de kilos pour, on va dire, j'étais encore un peu en surpoids, mais voilà, ça n'avait plus rien à voir. J'avais perdu mes 40 kilos ou 35, je sais plus. Honnêtement, avec les chiffres, je sais plus, mais j'avais perdu beaucoup de poids. Je les reprenais pas, j'arrivais à être stable. Mais j'étais toujours au régime. Et j'avais toujours ce truc de contrôle. Et là, le travail que j'ai commencé à amorcer, c'est celui de... En fait, j'ai envie de me lâcher la grappe. J'ai envie d'arrêter d'être dans le contrôle, dans le calcul. Enfin, pourquoi il y a autant de personnes qui pourraient manger des pains au chocolat et avoir une corpulence normale, entre guillemets. Je mets vraiment des grosses guillemets quand je dis de normal, mais ça veut dire que le problème, c'est pas ça, c'est pas le pain au chocolat. Et j'ai commencé à, justement, me rapprocher de l'alimentation intuitive et de cette notion de manger quand j'ai faim et d'arrêter de manger quand j'ai plus faim. Et c'est incroyable, mais ça, c'est un truc qui m'a... Mais le jour où j'ai lu ça, que, en fait, c'était un problème de... En fait, tu manges alors que t'as pas besoin de manger, t'as pas faim. Et... Je me suis dit, mais en fait, oui, c'est logique. Mais c'était un truc auquel j'avais jamais pensé. J'avais jamais pensé qu'on pouvait manger quand on a faim et arrêter de manger quand on n'avait plus faim. C'est pas un truc qui... Eh oui, c'est tellement simple et en même temps, tellement, comment dire, personne ne nous le dit. J'entends ça aussi chez mes clientes. Je sais pas toi, mais pourquoi on me l'a pas dit avant, en fait, que c'était aussi simple que ça? Alors, ça veut pas dire que dans la pratique, c'est simple, mais dans le concept, en fait. Ouais. En fait, c'est hyper simple. Dans le concept, c'est hyper simple et c'est hyper logique. Et ça a été ce truc de... J'arrive pas à trouver le mot en français, mais mind-blowing.
tu vois, de tout à coup, poup, dans mon esprit de ah mais oui, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est là que j'ai commencé à me reconnecter à mon corps, en fait, à l'écouter et à me poser des questions. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Et à comprendre aussi, tiens, si là je mange alors que j'ai pas faim, qu'est-ce qui se passe? Et ça reste encore quelque chose qui est en chemin pour moi, hein. Ça reste quelque chose qui est pas toujours simple, hein, de manger. Alors manger quand j'ai faim, ça c'est facile, mais m'arrêter de manger quand c'est très bon et que j'ai plus tout à fait faim, là c'est un petit peu plus compliqué. Ça reste encore un peu plus compliqué parfois, mais il y a vraiment ce truc aussi. Donc ça a été la première étape, et l'autre étape, ça a été de comprendre pourquoi je mangeais et de comprendre que manger, ça va pas calmer ma tristesse, ça va pas régler mes problèmes en fait. Et ça les règle sur le moment, dans le sens où tout à coup je ressens du plaisir et je m'évade en mangeant un gâteau. J'ai l'impression que du coup je suis bien, mais en fait sur du long terme c'est plus ce rapport-là que je voulais avec l'alimentation. Et j'ai appris à vivre mes émotions. J'ai appris à plus en avoir peur, et j'ai appris à me dire que bah c'était ok, et aussi de ce truc d'accepter que la vie, c'est pas tout le temps drôle, et que c'est pas tout le temps. On n'est pas fait pour être heureux tout le temps, et que c'est ok. Il y a eu vraiment aussi un truc d'acceptation que ça fait partie de l'expérience humaine, que ça aille pas à des moments, et le fait de plus en faire un drame, de plus paniquer à l'idée de oh, mais là je me sens pas bien, mais là j'ai de l'angoisse, ou là j'ai peur, je suis stressée. Bah oui, bah t'as peur, bah c'est normal en fait, là t'as peur, tu vas faire un truc nouveau, enfin c'est normal, c'est pas grave. Un peu un truc comme ça de dédramatisation. Et je pense que ça c'est ce qui m'a permis de petit à petit déjà m'apaiser dans mon rapport à l'alimentation. Et aujourd'hui c'est plus un problème. Et ça c'est génial. J'ai plus de culpabilité, à manger certaines choses. Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé vraiment de la liberté par rapport à ça. Et ouais, et du coup, c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte particulièrement au début de ma grossesse, où je pense que j'ai eu un petit épisode un peu dépressif au début. Dans le premier trimestre, c'était pas facile. Ouais. Et en fait, bah, je l'ai accepté. Et c'est là que je me suis dit que j'avais fait vraiment du chemin. C'est que j'ai eu peur, parce que je me suis retrouvée dans des états j'ai plus goût à rien, et je suis là assise sur mon canapé à pleurer, je sais pas pourquoi. Et j'ai eu vraiment peur en me disant non mais ça peut pas recommencer. Et je savais que c'est possible avec les hormones, au premier trimestre ça peut arriver. Enfin, j'avais je savais que c'était quelque chose qui pouvait arriver, mais j'avais peur. Et puis finalement de me dire bah aujourd'hui c'est comme ça, puis demain ça ira peut-être mieux, de plus m'enfermer dans un truc. Et donc il y a eu vraiment j'ai lâché les régimes pour écouter mon corps, et puis j'ai compris que j'avais des émotions, et j'ai compris qu'en fait mes émotions c'était pas la fin du monde. Et je suis encore en chemin par rapport à ça, tu vois, c'est pas un truc qui est et je suis pas sûre qu'un jour ce soit complètement fluide de tout le temps vivre ses émotions, mais il y a vraiment ce travail qui m'a permis de me libérer par rapport à l'alimentation, et de comprendre que en fait m'intéresser à ce qui se passait vraiment dans ma vie. C'est ça, tu sais, parce que je reste avec les crises d'angoisse et ces moments où tu as fini par complètement, te carapater, c'est ça qu'on dit, hein, dans ta grotte, parce que c'était tellement insupportable, toute cette angoisse, toutes ces peurs, à nous dire là, bah ouais, si j'ai peur, bah en fait c'est normal, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Enfin, tu vois le shift, quoi. Enfin, le chemin parcouru entre cette peur paralysante et qui se met partout dans ta vie, au point que tu te retrouves dans ta grotte, à pouvoir accueillir la peur. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que bien sûr que des émotions, parfois il y en a que nous avons du mal à vivre, et la nourriture peut nous aider aussi dans ces moments-là, et c'est pas grave à partir du moment où nous sommes dans cette conscience que c'est un phénomène normal en fait. C'est ça que tu dis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a accompagné alors dans ce cheminement-là ? C'est toi qui as fait tes recherches, qui as trouvé des ressources. Comment tu t'y es pris ? Alors, il y a eu tout ce qui était thérapie comportementale et cognitive, que j'ai fait pendant pas mal d'années. Oui. Et ça, c'était au début. Après, je dirais que c'est pour tout ce qui est la question des émotions et de...
cette idée de manger quand j'ai faim, m'arrêter de manger quand je suis à satiété, c'est à la fois moi toute seule et mes recherches, mes lectures, parce que j'ai toujours adoré lire et adoré, ouais, j'ai toujours adoré ça, apprendre toute seule. Et je pense que c'est aussi quand j'ai démarré ma formation en coaching de santé aux États-Unis, où ça a été un des premiers concepts qui nous ont appris. Et c'est là que j'ai entendu parler, donc c'était il y a 2 ans, c'est là que j'ai entendu parler d'alimentation intuitive. J'ai suivi des personnes sur les réseaux sociaux sur justement l'amour de son corps. J'ai participé à des Love Your Body Challenge, des choses comme ça. Et je me souviens encore, quand on venait d'arriver à Houston et on logeait dans un hôtel les 2 premiers mois, et c'était à l'hôtel que j'ai commencé à faire des challenges où j'expérimentais des choses de typiquement, aujourd'hui je peux manger absolument ce que je veux, mais le truc c'est de manger quand j'ai faim. Et je me souviens d'avoir eu un paquet de Kit Kat au thé vert. C'est une passion chez moi, les Kit Kat au thé vert. Et c'est très dur à trouver. Du coup, mon mari en avait trouvé, il m'en avait acheté. Et donc, j'avais ce truc et j'étais là... J'étais hyper excitée à l'idée de me dire aujourd'hui je vais manger des Kit Kat au thé vert et si je veux manger que ça, je mangerai que ça et c'est trop cool. Et je me souviens d'avoir attendu la faim qui ne venait pas. En m'étant dit, dans l'après-midi je vais en manger et j'étais là, je voyais 3h, 4h, 5h, j'étais là putain mais j'ai pas faim, merde. Je veux manger mon Kit Kat. Mais comme je te disais que je suis obstinée ou disciplinée, je voulais faire mon expérience, donc je me suis dit, et donc finalement j'en ai mangé un en fin de journée. Et au bout d'un, je me suis dit, j'en veux plus en fait. Et là, la déception, il y a eu une déception. Et donc, je pense que c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier par rapport à ça, c'est ma formation en coaching. Où elle m'a introduite à des concepts et à des personnes qui, du coup, avaient fait cette formation et qui avaient leur business et qui créaient des challenges et des choses auxquelles j'ai pu participer. Et je pense que c'est comme ça que ça a démarré. Pour tout ce qui était cette partie-là. Oui, puis j'entends vraiment ta curiosité à essayer des choses, en fait, à te challenger, à te dire, allez, je vais au bout de l'expérience, je me suis engagée, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, j'expérimente beaucoup. Et j'ai aussi, après, via Esther Taïfé, du coup, découvert le livre Les lois de l'obésité du docteur Jason Fung. Et ce livre, notamment, et tout ce qui était aussi dopamine et tout ce qui était hormonal, m'a beaucoup intéressée. Et j'ai aussi beaucoup expérimenté sur moi d'arrêter complètement le sucre pour voir. Et j'ai commencé aussi à affiner, c'était plus juste de la faim, de la satiété. Je pouvais déterminer les différents type de faim que je pouvais ressentir, en fait si j'ai mangé beaucoup de sucre, 2 heures après je vais ressentir quelque chose que j'apparenterais à de la faim et de comprendre ce que c'était. Et il y a eu aussi cette démarche un peu scientifique de comprendre mon corps, comprendre ce qui se passe. Et je pense que ça, il y a eu aussi un shift en fait j'ai envie de faire du bien à mon corps et je comprends là ce qui se passe et j'ai cette sensation et cette sensation est désagréable mais je sais ce que c'est. Et c'est pas que mon corps il a besoin que je mange. Là c'est juste que j'ai mangé 3 Kinder Bueno d'un coup et du coup derrière j'ai cette sensation qui arrive et donc il y a eu aussi toute cette expérimentation de me rendre compte que j'avais extrêmement soif après avoir mangé beaucoup de sucre, ou j'ai vraiment expérimenté des choses comme ça pour essayer de comprendre et d'être la plus experte de mon corps pour que pour vraiment être hyper au clair avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Oui, c'est ça, développer vraiment une finesse en fait dans cette écoute-là du coup. Des sensations. Ouais. Je vois qu'on est en train d'arriver à la fin de notre entretien et presque, enfin c'est pas presque, c'est dommage parce que je pense qu'on aurait encore tellement de choses à partager, mais j'ai envie de t'inviter là, Hortense, si tu devais transmettre un message, tu vois, le message le plus important pour toi, pour les personnes qui nous écoutent, ou un mot pour conclure ou pour résumer, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce qui te viendrait là? Ce qui me viendrait, c'est que notre corps, il est extraordinaire en fait, et que c'est pas notre ennemi, c'est un allié, et que moi je l'ai traité des années comme un ennemi et que je me rends compte maintenant que je peux communiquer. C'est comme si pour moi il avait toujours été là à attendre que je sois prête à l'écouter, à attendre que je sois prête à m'en occuper, et je me rends compte que
J'ai pas forcément aujourd'hui l'enveloppe corporelle que je veux avoir définitivement. Je suis pas arrivée au bout du chemin, mais d'être plutôt tournée vers de la gratitude, d'avoir ce corps qui me permet de faire plein de choses, plutôt que de me taper dessus et de me restreindre et de me frustrer et de me faire du mal. Vraiment quelque chose autour de... Ça commence par l'amour de soi en fait. Et ça commence par reconnaître que notre corps c'est notre maison. On a le corps qu'on a et qu'on l'aura toute la vie et qu'il y a tellement à gagner à apprendre à l'écouter, à apprendre à l'aimer. Ouais, ce serait ça le message que j'aurais envie de transmettre. Moi, je trouve ça merveilleux la façon dont tu dis « mon corps m'a attendu ». Comme s'il était là, tu vois, patient. Et j'entends toute la bienveillance que tu as pour lui aujourd'hui en disant ça, en fait. Et ouais, je trouve ça très, très émouvant. Moi, en tout cas, moi, c'est un message qui me touche beaucoup. De t'entendre dire, mon corps, il était là. Il s'est plié, entre guillemets, à ce que je lui ai fait endurer. Hein. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire les choses comme ça. Et c'est ce que j'entends chez beaucoup d'entre vous, ça, ce message-là. Il était là, il a enduré. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est un compagnon de route précieux pour moi que j'ai envie de préserver. Et ouais, vraiment, là, tu vois, je cherche un peu les mots pour dire à quel point je trouve ça touchant, le fait que tu dises « mon corps m'a attendu ». Ouais. Et particulièrement, il est capable de fabriquer un bébé en ce moment. Oui. Et particulièrement là, je reconnais sa puissance et ouais, c'est ça, c'est sa puissance en fait. C'est qu'il est puissant, mon corps. Ouais, quelle incroyable chose il est en train de faire là. Je te remercie beaucoup Hortense pour la sincérité de ton partage et toutes ces choses précieuses que tu nous as transmises dans cet entretien que nous venons d'avoir. Je te souhaite une très belle fin de grossesse et d'accueillir ton bébé merveilleusement bien, le mieux possible et dans tout ce que je peux te souhaiter, lui souhaiter, vous souhaiter en fait pour la suite de cette aventure-là de maman maintenant. Merci beaucoup Anne et merci à toi de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer, d'avoir cet espace. C'est un beau cadeau. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Hortense de nous avoir partagé son cheminement si inspirant. Comme vous devez vous en douter, son fils Darius est né depuis l'enregistrement de cet entretien et ils vont bien tous les deux. Vous pouvez retrouver Hortense sur Instagram, je vous mets le lien de son compte dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qu'il pourrait inspirer, à vous abonner, à laisser un avis et une note 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Cela soutient énormément mon travail. À bientôt pour un nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir.